Non, non, bah, je vais vous raconter du coup un petit peu l'histoire vue d'une manière assez générale sur comment avec la Count Abstraction on peut, je dirais, aplatir un triangle de Zuko. Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'un triangle de Zuko? Bon, voilà, du coup, ça va être très concret. J'en profite pour quand même un petit coup de chapeau à la colère cheminote, c'est aujourd'hui, et je trouve que je suis très content de le faire en français, comme ça, je n'ai pas à traduire cette expression. Et aussi, on est le 20 avril, donc bon, bah voilà, on est le 20 avril, c'est tout. Alors bon, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Ledger en a à faire des smart wallets en fait. Alors smart wallet, c'est le nom un peu plus cool qu'Account Abstraction parce que compte abstrait, ça fait pas super. Donc du coup, maintenant on dit smart wallet. Donc Ledger a une très grande communauté aujourd'hui qui est basée sur des IOA et voire pire que ça, on est même multi-chain. Donc on est pire qu'IOA, on est des gros shitcoiners, on est partout, on est sur Cosmos, on est sur Tezos, on est sur toutes les EVM. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Et en fait, aujourd'hui, on a déjà beaucoup d'utilisateurs. Alors, comme on a pu voir avec Julien, on n'en a pas tant que ça par rapport aux plateformes centralisées. Mais bon, pour une plateforme décentralisée avec en plus du hardware à acheter, je dirais qu'on s'en sort pas trop mal. On a quand même 6 millions de hardware aujourd'hui, donc c'est pas trop dégueulasse. Mais on ne peut pas voir les utilisateurs avant qu'ils achètent un device. Donc ça, évidemment, c'est gênant, parce que du coup, on ne peut pas communiquer à nos utilisateurs avant qu'ils fassent une action qui va prendre du temps. Et ensuite, eh bien, l'axe des menaces augmente considérablement aujourd'hui avec la complexité des applications blockchain. Au départ, quand on voulait faire une transaction, on devait juste vérifier qu'on envoyait le bon montant à la bonne adresse. Donc ça, c'était plutôt facile. On pouvait le vérifier sur un device. Le device pouvait être simple. Maintenant, quand on parle à un smart contract, on doit vérifier que le contrat va effectuer la bonne action. Comment est-ce qu'on peut exprimer ça sans avoir une grosse connaissance du contrat? Comment est-ce que ça va s'afficher sur le device? C'est loin d'être évident. Et donc peut-être qu'on peut améliorer ça et on va voir qu'avec la Count Abstraction, eh ben, on va pouvoir le faire en fait. Donc un triangle de Zuko, normalement ça s'applique dans le monde du réseau, hein, mais ici on va généraliser. On va dire c'est un ensemble de propriétés. Sur les trois, on doit en choisir deux. Alors ici, on aimerait bien avoir une bonne UX, quelque chose de décentralisé et de la bonne sécurité. Si on se place du point de vue de l'UX et de la décentralisation, le web c'est quand même pas mal. Si on se place du point de vue de l'UX et de la sécurité, un échange centralisé, j'en ai pris un par hasard, voilà, c'est quand même pas trop mal. Et si on se place du point de vue de la décentralisation et de la sécurité, hardware wallet c'est quand même pas trop mal non plus. Alors bon, la décentralisation c'est un spectre, hein. Ici je dirais en décentralisation, on veut limiter le nombre de tiers auxquels on peut faire confiance. Donc c'est bien, mais on voudrait les trois. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Une autre façon de présenter le problème, si on se place sur deux axes, l'axe de la sécurité et l'axe de la friction à l'onboarding, le web c'est génial parce qu'on peut faire plein de web au niveau de, je dirais, on peut faire du web super facilement au niveau de l'onboarding, on a besoin de rien installer comme on a pu voir avant avec Alambic. Le problème c'est que le web c'est pas fait pour tenir des secrets. Donc si on veut signer une transaction Ethereum avec un browser web, c'est compliqué. L'autre gros intérêt aussi de faire du Web 3 en web, donc en pur web, c'est qu'on va pas devoir aller supplier Apple ou Google d'avoir son application. On peut voir qu'aujourd'hui ça a tendance à être un problème. On doit payer notre taxe pour envoyer des NFT, pour faire autre chose. On n'a pas envie d'avoir ça. D'un autre côté, aujourd'hui, si on veut quelque chose de très sécurisé, le hardware wallet c'est très bien, mais on a la pire friction à l'onboarding qui puisse exister, puisqu'on doit recevoir un colis dans la vie réelle. Recevoir des colis c'est compliqué, on peut le voir avec Chronopost sans faire de publicité. Mais bon, voilà, bref, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Alors, si on se repose un petit peu dans le passé, et là ça devient très très drôle, on voit qu'en fait tout a commencé dans les cryptos avec des web wallets. Donc pour ceux qui se souviennent d'InstaWallet en 2011, qui a été racheté par Paymium, on faisait du Bitcoin avec InstaWallet. En 2015, sur Ethereum, tout a commencé avec MyEtherWallet. MyEtherWallet, c'était un site web. Alors, après, on peut se dire pourquoi est-ce que ça n'a pas continué. Bon, sur Ethereum, on avait des dApps, du coup, c'était peut-être un petit peu plus bizarre, mais surtout, on ne sait pas où on met son secret. Donc si on utilise toujours ces 24 mots qu'on tape sur son web wallet, ça ne marche pas super. Donc le problème, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut essayer de décentraliser ça? Comment est-ce qu'on amène des gens du Web 2 au Web 3? On peut faire un petit tour des méthodes d'authentification Web 2. On a des mots de passe. Si on veut vérifier un mot de passe on-chain, c'est pas terrible, parce qu'à un moment, il va être dans le contrat, donc on va le voir. Voilà. Si on veut vérifier un secret SMS, pareil, de manière complètement décentralisée, c'est la même chose. Un OTP, donc tous les OTP temporels, non temporels, c'est exactement le même problème.
Et il se trouve qu'il y a une solution d'authentification Web 2 que pas grand monde n'utilise, mais j'espère de plus en plus de personnes commencent à l'utiliser, qui est WebAuthn. Et là, WebAuthn, c'est génial parce que justement, on n'a pas de secret en fait. Donc le secret, il est chez l'utilisateur et sur le serveur, on a juste une clé publique. Et l'authentification, c'est juste une vérification de signature, donc comme on fait dans le monde de la blockchain, sauf que ça, c'est Web 2, ça existe, c'est implémenté par tout le monde. C'est un standard qui est lancé par une organisation qui s'appelle la FIDO Alliance, et aujourd'hui qui a plus de 200 membres. Et donc, je vais pouvoir m'étaler un petit peu sur la question. Alors, le problème, c'est que j'ai commencé une vue super bas niveau en me disant « quelqu'un va en avoir parlé avant », comme on peut le voir dans le titre. Et en fait, c'est là le piège, personne n'en a parlé avant, du coup, je réexplique. Alors, oui, si, un petit peu, pardon. Donc, qu'est-ce que ça va être WebAuthn ? WebAuthn, il faut voir le flow. On veut s'enregistrer sur un site web, on veut faire une authentification sur un site web. On va arriver sur le site web va envoyer un ordre à un client qui comprend WebAuthn et on va générer une paire de clés. Donc clés privées, clés publiques. La prochaine fois qu'on voudra aller sur le site web, on va s'authentifier en signant un challenge qui est envoyé par ce site web. Et donc, c'est comme ça en fait qu'on prouve qu'on est bien la bonne personne. Au début de WebAuthn, il fallait avoir un dispositif hardware spécifique pour pouvoir faire cette vérification. C'est ce qui a fait le grand succès de Yubico. Si vous voyez ce que c'est qu'une YubiKey, c'est très populaire. Et donc, au départ, ils avaient une authentification propriétaire. Ensuite, ils ont migré sur WebAuthn autour de 2012, je crois. Donc, ce qui fait vraiment aujourd'hui le succès de WebAuthn et ce qui le rend super intéressant, c'est que c'est intégré chez tous les fabricants de téléphones. Donc tous, je veux dire, du coup, Google et Apple. Et surtout, c'est intégré de manière très sécurisée. Donc aujourd'hui, on a des chips carte à puce dans des téléphones. WebAuthn va être implémenté directement à l'intérieur de ces chips. C'est-à-dire que non seulement la clé va être détenue par ce chip, mais la signature va aussi se faire dans le chip. Donc en fait, c'est une meilleure solution pour signer que toutes les solutions qu'on peut avoir aujourd'hui sur une app. Il faut voir que les solutions les plus sécurisées aujourd'hui qu'on peut avoir sur une app, comme on est sur Ethereum et qu'on peut donc signer avec une courbe qui est fixe, comme on voyait, donc une des capacités de l'account abstraction, ça va être de pouvoir changer cette courbe, mais aujourd'hui on ne peut pas. Donc ce que faisaient les apps aujourd'hui, c'est qu'elles protégeaient leurs clés en SECP256 par une clé qui était détenue dans l'enclave, mais ensuite elles signaient directement dans l'app. Du coup, ça les rendait vulnérables à toute forme de malware, puisque ici, l'enclave ne protégeait que cette clé temporaire. Maintenant, on peut vraiment protéger la clé dans l'enclave, et ça, je dirais, c'est ce qui fait la plus grosse différence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, comme des gens de la blockchain qui aiment bien casser des trucs ? On va prendre WebAuthn, en fait, tel qu'il est, et on va le vérifier on-chain. Pour faire ça, ça veut dire qu'on va supprimer toute la partie serveur de WebAuthn, donc toute la partie sur laquelle j'ai mis une petite croix rouge là. On va garder la capacité à générer une clé, on va garder la capacité à signer, mais au final, qu'est-ce qui va vérifier cette signature ? C'est un smart contract, ça ne va plus être un serveur. Le gros avantage aussi qu'on a dans WebAuthn, c'est comme c'est une spec ouverte, j'ai parlé du challenge que le serveur envoyait pour vérifier tout à l'heure. Ce challenge, c'est 32 bytes qui peuvent être n'importe quoi. Donc comme ils peuvent être n'importe quoi, on va décider que c'est un commitment sur la transaction qu'on a envie de signer. C'est-à-dire qu'on va dire par exemple que c'est le hash de la transaction qu'on veut signer. Et du coup, on a bouclé la boucle en supposant qu'on ait de l'account abstraction, donc en supposant que notre compte soit un wallet et qu'il puisse vérifier n'importe quoi avec n'importe quel type de signature. Maintenant, la complexité, ça consiste à dire comment est-ce qu'on fait pour vérifier WebAuthn on-chain. Sachant que, ce système-là, donc on a pu voir que Comet l'a implémenté, donc c'est quelque chose aujourd'hui qui est vérifiable, et surtout sur Starknet, Cartridge l'a implémenté aussi, donc aujourd'hui, c'est des implémentations qui sont réalistes. Donc justement, qu'est-ce qui se passe on-chain ? Donc c'est un peu plus coûteux puisque la courbe ne va pas être native. Ça va être le moins cher possible sur Starknet puisque grâce à la flexibilité de Cairo, on peut avoir quelque chose qui est très proche du coût d'une signature de base. Donc là-dessus, je vais pointer sur deux liens pour ceux qui sont intéressés. Donc l'implémentation SECP 256 R1 de Bravos qui reprend plusieurs choses, qui a une licence un peu bizarre, mais on va dire que c'est pas trop grave pour l'instant. Et la licence et l'implémentation de WebAuthn qui a été faite par Cartridge. Là où ça devient un petit peu plus tricky, c'est sur une EVM, puisque sur une EVM, on ne va pas avoir la flexibilité qu'on va avoir en Cairo. Donc là, c'est un jeu d'optimisation, en fait. Nous, c'est le jeu qu'on a choisi de faire. Donc on s'est dit que on allait essayer d'optimiser autant que possible, à la fois par les maths et par les spécificités Solidity, et on est descendu de 1,2 million de gaz à environ 139 K gaz. 139 000 gaz, c'est énorme sur un mainnet, on ne va pas vraiment pouvoir signer les transactions avec ça, mais sur des layers 2, ça devient intéressant. Alors maintenant, la question, c'est sur quel layer 2 ça va être le plus intéressant, et c'est les questions ouvertes qu'on va continuer de creuser, et avec laquelle on invite aussi pas mal de gens à réfléchir.
Si le sujet vous intéresse, donc on a la personne de mon équipe qui a fait ça chez nous, c'est Renaud, qui est présent par ici, voilà, qui va lever la main. Et si vous voulez voir des maths et des tricks d'optimisation, on va avoir un talk accepté à l'ETCC et vous pouvez lui poser la question directement ici. Donc là, on a résolu le problème de comment on emmène des gens du Web 2 dans le Web 3 au niveau du secret, qui était le point qui nous empêchait d'avoir des web wallets avant. Maintenant, allons un cran plus loin. Comment est-ce qu'on peut dire le web wallet, au final, c'est plus un wallet, en fait, c'est la DApp qui détient tout et on se concentre sur le flow de notre UX. On n'a plus à penser wallet. On dit, hop, voilà, maintenant, on n'a plus cette espèce de pop-up ignoble de MetaMask quand on veut faire quelque chose qui va complètement casser le flow. Le wallet est dans l'app. Et bien pour ça, la bonne nouvelle, c'est que maintenant qu'on peut, enfin ça en tout cas c'est ma théorie, j'espère qu'elle est vraie, je pense qu'on ne l'a pas fait jusqu'à présent parce qu'on ne savait pas vraiment où mettre le secret. Maintenant qu'on sait mettre le secret quelque part, en fait ça a complètement du sens de construire des choses comme ça, et on peut les construire. Ça veut juste dire qu'on doit être capable de modifier toutes les librairies qu'on a aujourd'hui pour intégrer les wallets dans les dApps, pour dire que cette librairie-là doit injecter la couche wallet, donc qui maintenant est devenue plus très visible, dans la dApp. Alors, évidemment, ça pose des questions d'interface utilisateur. À quoi est-ce que ça va ressembler? Donc, je pense que c'est des sujets de réflexion typiquement pour Comet, pour d'autres personnes, pour Argent avec le Web Wallet. Mais pour une app générique, c'est quand même complexe. Comment est-ce qu'on va afficher une validation de transaction dans une interface qui est mixée finalement dans la dApp? Très bonne question. Alors Cartridge, que je citais tout à l'heure, a déjà réfléchi là-dessus pour des jeux. Mais pour une optique générique, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à voir. Alors, point de vue amusant, toujours côté historique, c'est pas la première fois que quelqu'un y a pensé. MetaMask a voulu faire ça à une époque et ils n'ont jamais continué. Donc la question c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais continué? Probablement parce qu'ils ne savaient pas où mettre le secret. Voilà, le projet s'appelle MetaMascara. Malheureusement, j'ai pas lancé Midjourney pour avoir une génération d'un renard avec du mascara. Ça aurait pu être drôle, mais bon, voilà, mais j'ai pas eu le temps. Et alors, si on veut poursuivre cette stratégie, qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que l'idée, c'est d'essayer de taper sur le plus grand nombre de libs possible. Donc maintenant, il va falloir choisir sur quel lib on doit faire des modifications pour que ce soit simple. Alors sur Starknet, c'est facile parce qu'il n'y en a qu'une. Donc c'est GetStarkNet. Donc une fois qu'on a GetStarkNet et une fois qu'on a des web wallets, enfin des wallets invisibles dans GetStarkNet, ça devient beaucoup plus simple. Sur les EVM, on a plus d'API, mais au final, on n'en a pas tant que ça. Je pense que si on tape sur WAGMI, Web3 Onboard, Web3 React et RainbowKit surtout pour les NFT, au final, on a un peu target tout le monde. Donc ça fait plus de travail, mais ça reste raisonnable. Maintenant, je vais parler un tout petit peu plus de sécurité. Ce qui est génial aussi avec WebAuthn et qui n'est pas forcément évident, c'est que ça peut driver l'utilisateur vers avoir une meilleure sécurité de manière progressive et de manière complètement automatique. C'est-à-dire qu'on ne va pas casser l'UX de WebAuthn, on reste sur la même UX et on peut choisir un petit peu d'amener sa propre sécurité. Alors quand on commence, qu'on est tout gentil, on va utiliser en fait le système de backup de WebAuthn interne qui s'appelle Passkey. C'est un système qui a été rajouté depuis décembre 2022, donc c'est très très récent. Et Google ou Apple vont sauvegarder les clés qui vont être générées par WebAuthn. Du coup, à partir du moment où on n'a pas perdu son compte Google, c'est super, c'est super, on peut restaurer sa clé. Alors je ne dirais pas ce qui se passe si on a mis un second facteur qui est son téléphone pour protéger son compte Google, parce que là, c'est pas la meilleure idée, ça peut peut-être faire boucler l'univers, mais si on n'a pas fait ça, ça se passe bien. Ensuite, on peut avoir un device externe, c'est aussi supporté par WebAuthn, donc un device externe qui peut être USB, NFC ou Bluetooth. Donc par exemple un Nano, par hasard, ça peut être une YubiKey. On peut avoir plusieurs devices externes, et là déjà on voit, si on en perd un, on peut en avoir un autre, et on a déjà un meilleur backup. On peut avoir, si on commence à devenir un petit peu plus tordu dans sa tête, on peut avoir plusieurs devices externes, mais venant de plusieurs fabricants. Donc on peut imaginer des Nano, des YubiKey, un mix de tout. Et ensuite, si on est là quand même, si on a atteint le stade ultime de l'évolution du tinfoil, on peut faire la même chose avec le bon vieux backup sur papier ou sur métal de ses 24 mots ou d'autres choses. En tout cas, avoir une partie des secrets des hardware sur une autre forme, du coup purger les hardware et juste s'en servir avec le secret qu'on redéploie au bon moment quand on en a besoin. Et ça se fait de manière totalement transparente. Je veux dire, quand on accède à WebAuthn, on peut y accéder de toutes ces façons-là, on ne change pas l'interface utilisateur. Et ça, pour moi, c'est aussi super important. Avec la même interface utilisateur, on peut augmenter sa sécurité et c'est transparent. C'est toujours complètement transparent. En rentrant un petit peu dans les attaques qu'on peut avoir sur WebAuthn, ce qu'on a vu par exemple que iOS peut toujours se prendre des 0 day 0 clic,
C'est arrivé il y a quelques jours. Donc, WebAuthn est très bas en fait dans la stack du système, donc plus bas que les applications. Ça ne veut pas dire qu'il est complètement immunisé contre toutes les attaques. Aujourd'hui, quelqu'un qui a la main complète sur le terminal ne pourra pas extraire la clé de l'enclave, mais il pourra utiliser l'enclave comme un oracle. C'est-à-dire qu'il pourra signer, peut-être pas forcément sans demander d'autorisation à l'utilisateur, mais en tout cas, il pourra afficher un message bidon à l'utilisateur en lui disant bah, « mettez votre doigt pour vous connecter sur un site complètement innocent », alors qu'en fait, il lui videra son compte. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? On a éliminé beaucoup de problèmes, mais il nous reste toujours un problème. Donc là aussi où on a des choses intéressantes avec les smart contracts, ça Julien en a parlé, c'est que comme on a un smart contract, bah, le smart contract peut contenir ses propres firewalls. On a vu plein de sociétés aujourd'hui qui commencent à faire ce qu'ils appellent des web-free firewalls, où on a une petite application à côté qui va afficher ce qui se passe dans une TX et les conditions de la TX. La grosse différence par rapport à ne pas avoir d'account abstraction, c'est que maintenant, le compte lui-même peut agir en fonction de la réponse de ce firewall. Donc si le firewall dit, par exemple, bah, qu'on a dépensé un NFT très précieux, Kevin, que peut-être trop de gens connaissent, eh ben, le contrat pourra dire lui-même « Non, je refuse de vous envoyer Kevin parce qu'il était protégé et il y avait uniquement ce signer ou cette transaction qui pouvait y avoir accès. » Donc là, on voit qu'on a réussi à limiter en fait, les problèmes de sécurité qu'on peut avoir par le fait de perdre une clé, puisqu'au final, on a toujours une authentification, donc on a quand même toujours une clé, même si on ne la voit pas, par le fait qu'on ait un smart contract et donc qu'on puisse déléguer une partie de la sécurité à la chaîne. Ensuite, toujours, l'avantage des hardware wallets dans un scénario comme ça, c'est qu'on va être immunisé contre les malwares. Donc, ma théorie, c'est de dire que les hardware wallets, pour configurer les pratiques de sécurité ou pour dire qu'on supprime une politique, ça reste quand même le moyen le plus simple de continuer de travailler, puisqu'au final, on n'a plus de questions vraiment à se poser au niveau des malwares qui pourraient nous attaquer. Alors, pour architecture très vite, je passe rapidement si vous voulez prendre le QR. Le nom du projet sur lequel on travaille là-dessus, chez Ledger, s'appelle Fresh. C'est un nom de code. Bon, voilà. Et ça reprend un peu toute l'architecture que j'ai décrite. Donc comment est-ce qu'on va faire pour avoir des smart contracts, comment est-ce qu'on va faire pour ensuite connecter des pratiques de sécurité, connecter plusieurs comptes. Et c'est quelque chose qu'on est en train de développer sur Starknet. Avec en plus les petits contrats Solidity dont on parlait avant. Du coup, en conclusion, on voit que si on commence à avancer dans toutes ces directions, on peut avancer vers un point commun. Et donc, qu'est-ce qu'est ce point commun qui va nous réunir du web, qui va nous réunir des comptes qui peuvent signer tout seuls, et au final, toujours quelque chose de décentralisé, eh bien, c'est la notion de wallet invisible, avec un super QR code qui est comme le wallet, donc invisible, selon l'article d'un blog de Sylve, donc, qu'il a publié il y a quelques jours, et je pense qu'il décrit bien les idées de ces nouvelles UX qui sont enfin rendues possibles par l'account abstraction. Et normalement, c'était mon dernier slide. Voilà, donc c'était mon dernier slide. Je vous remercie.